Avec vous pour le 10h midi sur Sud Radio et nous commençons déjà à débattre et à parler avec aujourd'hui pour commenter l'actualité Kevin Bossuet. Bonjour, vous êtes professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour Valérie. Bonjour. Jacques Miard, maire LR de Maisons-Laffitte. Bonjour. Réélu brillamment, triomphalement. Non. Brillamment. Voilà Jérôme Dubus qui arrive. Jérôme Dubus, membre de La République En Marche. Bonjour. T'es même pas réélu, t'étais sur une liste. Je ne me suis pas représenté, je ne pouvais pas être élu. Voilà. On va parler de la fraude sociale à l'occasion de la parution du livre de Charles Prat. Vous allez me dire, c'est un marronnier, on le sait. À chaque fois, la Cour des comptes dresse un bilan dramatique de la fraude sociale et pourtant, elle s'envole. Nous avons donc énormément de centenaires en France, selon la Sécurité sociale. Vous allez c'est pas en le France voir. qu'ils sont. Non, mais voilà. On va parler d'Emmanuel Macron et de son Kamasutra de l'ensauvagement. Quel drôle de terme, Kamasutra. Moi, j'ai pas très bien compris ce qu'il voulait dire par là. L'amour est peut-être une sauvagerie. Peut-être. Et puis, Kamasutra de l'ensauvagement, est-ce que les médias en font trop, comme le dit le président de la République? On vous a posé la question dans notre sondage Twitter et vous êtes majoritairement, près de 75%, à dire que non, on n'en fait pas trop. Il faut en parler et que c'est notre quotidien, notre réalité. Et puis masque, quarantaine, injonction contradictoire, climat anxiogène, on en parle avec vous. Petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Jacques Miard, on va commencer avec vous. Écoutez, il y a pléthore de choses qui nous retiennent l'ascension. Je pourrais dire qu'il est peut-être assez urgent que le gouvernement édite quelques mesures simples, compréhensibles pour tout, pour, je dirais, respecter les règles de distanciation. Parce qu'aujourd'hui, véritablement, je crois que les Français n'y comprennent plus rien. Ouais. C'est pas sur ce point que je souhaite pousser un coup de gueule, c'est sur ces crétins qui attaquent les chevaux. Criminels, effectivement. Ils les ont tués. Qui vont jusqu'à, je dirais, mutiler les chevaux. On pourrait se dire qu'on pourrait faire la même chose à ces auteurs si jamais on les attrape. Le problème, c'est que visiblement, il y a un phénomène de franchisage, c'est-à-dire de propagation de quelques crétins qui attaquent les chevaux. Et là, je crois qu'il faut être extrêmement vigilant et il faut y mettre un terme le plus rapidement. Donc comment je crois que c'est une question sans aller à la délation. Il faut signaler aux forces de police, gendarmerie, police, tout, je dirais, attitude circonspecte. Je sais qu'à Maisons-Laffitte, nous avons quand même 1500 chevaux au total. Nous sommes extrêmement, ou poneys aussi, nous sommes extrêmement vigilants. C'est la raison pour laquelle je lance cet appel qui est presque un appel au visiblement secours. Compliqué parce qu'ils sont partout en France et visiblement assez organisés. Vous savez que normalement les chevaux ce sont des animaux libres et quand ils sont dans des haras ou ailleurs dans des prés, il est facile de les approcher. Donc c'est vraiment un défi, mais un défi qu'il faut relever et tout le monde doit s'y mettre. Je le dis, c'est pas une question de délation. Il ne s'agit pas de revenir au temps où véritablement chacun était le suspect de l'autre. La génération des suspects de cette chaire de salut public. Mais il n'en demeure pas moins que là on a un problème majeur. Alors, moi, j'ai un coup de gueule, je vais le faire maintenant, c'est sur ces squatteurs, qui donc occupent une maison qui n'est pas la leur par principe. Et donc, c'est surtout que j'ai découvert. Donc, les gens sont partis finalement puisque la femme a porté plainte pour violence conjugale. Elle a été placée dans un foyer. Alors, elle demande à revenir dans la maison. Ce matin, j'ai découvert qu'en fait, ils avaient un appartement à Paris. Enfin, ils étaient logés à Paris, qu'ils avaient refusé un logement social, qu'ils sont enfuis parce qu'il y avait des histoires d'embrouilles, de règlement de compte. Mais surtout, cette femme est enceinte de 2 mois. Elle a un enfant de 7 mois et un autre d'1 an et demi. Moi, je dis, que font les services sociaux? Comment ils peuvent rien? Il y a bien des gens, il y a bien une assistante sociale qui suit. Qui les suit. Comment on laisse des gens? S'ils ont une proposition de logement social, c'est qu'il y avait un suivi de leur dossier déjà. S'ils l'ont refusé, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis atterré d'ailleurs c'est un autre sujet. Je suis atterré par le nombre
de refus de gens qui sont candidats au logement social. Alors eux, ils ont refusé, j'ai regardé un peu le dossier aussi ce matin, ils ont été suivis sérieusement avec un encadrement social par la ville de Paris. Ouais. Ils ont refusé le logement social. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On ne va pas les remettre. Ça arrive souvent. Jérôme a raison. Ah oui. 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 Jérôme a raison. Il y a souvent des refus. On se demande pourquoi. C'est pas bien, c'est pas si. Alors c'est vrai qu'il y a des logements sociaux anciens qui n'ont pas d'ascenseur, ce qui pose d'autres problèmes. Mais bon, bref, c'est pas très simple. Comme disait Catherine II, on travaille sur la peau humaine et elle savait de quoi on parle. Ouais. Mais je trouve que ça pose pas trop pas spécifiquement le problème du suivi social dans le cas de cette famille. Ça pose surtout le problème du respect du droit de propriété dans notre pays. Oui, on attend que le président de la République change la loi, non? Ce serait une loi sur les squats. Je crois qu'il faut le faire, parce que personne ne l'a fait jusqu'à maintenant. Le locataire est ultra privilégié, le squatteur encore plus. Mais c'est des propos droitiers que tient Jérôme. C'est toujours compliqué, Jérôme. Bonjour Nicolas, je suis heureux de te retrouver. C'est toujours compliqué de faire des programmes politiques à partir de faits divers. Moi, je veux bien qu'on change la loi sur les droits des locataires vis-à-vis du propriétaire le jour où, en France, on aura réduit le déficit monstrueux de logements accessibles et pas simplement de logements sociaux. Il y a une crise. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon, il y a une crise. Vous ne pouvez pas dire j'ai pas de logement, je vais habiter un logement vide. Je ne parle pas de ce fait divers-là. Non, mais d'une manière générale. Mais je dis simplement qu'en France, il y a un déficit cruel de logements, qu'ils soient sociaux ou dans le parc privé, qu'on a une crise du logement qui dure depuis à peu près 25 ans dans ce pays et qu'aucun gouvernement n'a réussi à régler, et que tant qu'on n'aura pas réglé cette crise du logement, on ne va pas changer la loi pour mettre les locataires dehors plus facilement. Objection. Je ne sais pas lancer un débat comme ça. Jérôme, c'est le débat, il est là. Il ne s'agit pas de... Alors, Jérôme 30 secondes. Oui. Il ne s'agit pas de mettre les locataires dehors systématiquement. Il s'agit de mettre des gens qui ne payent pas ou qui occupent un logement. Jérôme, ça n'a strictement rien à voir avec la crise du logement. On va faire face à une crise sociale historique, une crise économique et sociale historique, et vous êtes en train de nous dire qu'il faut mettre plus facilement les gens qui auront du mal à payer leur loyer dehors, des gens qui ne pourront plus payer leur loyer. Il faut s'attendre à avoir des milliers. Ce débat est complètement faux. Il s'agit de gens qui occupent indûment un logement sans titre. C'est quoi ça? On est d'accord, mais il faut aussi tempérer. Ce débat est complètement faussé parce qu'on part du principe que les propriétaires sont forcément riches, sauf qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ont fait des crédits, etc. Et quand ils ne perçoivent pas leur loyer, se retrouvent dans des conditions non inimaginables. Donc à un moment, ça commence à bien faire. À partir du moment où la propriété privée, c'est quelque chose d'important en France, à partir du moment où il y a un locataire qui ne paye pas son loyer, c'est normal qu'on le mette dehors. Enfin, c'est pas ça. On parlait des squats. Mais pour répondre à l'objection... Attends, Jérôme, s'il te plaît. Pour répondre à l'absence de logement, savez-vous qu'il y a des centaines de milliers de logements vacants en province? Oui. Des logements sociaux. Oui. Et que si on aidait les entreprises à s'y établir et qu'on retrouvait l'aménagement du territoire, on réduirait. Je suis d'accord, monsieur le maire. Tout le monde vient en région parisienne. Vous voulez qu'on parle du taux de logement social à Maison Lafitte? Oui, j'en fais, figurez-vous. J'en fais. Simplement, je ne veux pas foutre en l'air. Pas foutre en l'air ma ville pour vos beaux yeux, cher ami. Mais c'est pas pour mes beaux yeux, c'est pour les gens qui ont besoin d'un logement. Non, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des centaines de milliers de logements sociaux en province. On connaît des villes où véritablement il y a la ville-centre qui a 30 à 40% de logements sociaux vacants et on oblige les villes périphériques à construire. C'est aberrant, on marche sur la tête. Où sont les emplois, monsieur le maire? Où sont les emplois? Mais tu aides les entreprises à y aller. Tu sors des carcans bruxellois, cher ami. Allez, Maastricht, sort de ce corps. Allez, et ne pas confondre effectivement, comme le font remarquer plusieurs auditeurs, squatteurs et locataires indélicats. Il y a plusieurs choses. Nicolas, c'était un coup de gueule sur le Covid. Je suis content de ma rentrée sur Sud Radio. Voilà. Je voulais, c'est plus qu'un coup de gueule, c'est une alerte. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici à ce micro. Le camp de Moria, qui est un camp de réfugiés dans l'île de Lesbos en Grèce, est en feu depuis hier soir. C'est pas la première fois. Cette fois-ci, il y a certainement plusieurs victimes à dénombrer. Ils sont 13 000 femmes, hommes et enfants. Je le dis parce qu'il faut le préciser, c'est majoritairement des femmes et des enfants qui sont dans ce camp. Il y a très très peu d'hommes adultes. Beaucoup de mineurs isolés, à peu près 1 millier de mineurs sans parents, livrés à eux-mêmes depuis des années dans ce camp qui est censé être un camp de l'Union européenne, géré par l'État grec, mais au nom de l'Union européenne. Dans ce camp, moi que j'avais visité il y a 1 an, j'avais noté qu'il y avait un médecin et un pompier pour 13 000 habitants qui sont livrés à eux-mêmes dans une grande oliverie. Vous voyez, c'est un paysage un peu biblique qui est en train de cramer avec les personnes dedans, dans une indifférence à peu près totale, à la fois des pouvoirs publics grecs et bien sûr de l'Union européenne.
Moi, je pense qu'on a parlé des chevaux et je suis d'accord que le rapport qu'on a aux animaux, ça fait la dignité d'un pays, d'une civilisation. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi les êtres humains qui sont dans cette île. Oui, on peut penser aussi à ceux qui sont à Paris, qui vivent sur le périph', dans la Mais vous savez, vous connaissez la loi du mort au kilomètre. Absolument, voilà. non, mais vous avez raison d'évoquer. Juste une petite précision, parce que d'après le rapport de police qu'on a eu ce matin, visiblement sur cette affaire, la police grecque, on a voulu tester un certain nombre de migrants qui ont refusé d'être testés au Covid. Ça a provoqué effectivement des échauffourées. Visiblement, ce sont les occupants qui ont mis le feu eux-mêmes au camp. Donc là, mais Jérôme, moi je vous invite, on va y aller tous les deux parce que c'est toujours la même chose. Oui, c'est eux qui mettent le feu. Vous savez pourquoi ils mettent le feu? Ils mettent le feu quand ils n'ont plus de réponse. En l'occurrence, 50 personnes ont été testées positives dans ce camp, puis ensuite ont été livrées à eux-mêmes et ont voulu aller consulter un médecin et n'ont pas pu le consulter. Franchement, je vous engage et j'engage tous les responsables politiques de ce pays à aller faire un tour à Lesbos. Sur un point précis, parce que ça pose le problème de la maîtrise des flux migratoires. C'est le défi du XXIe siècle. Ne jamais oublier ça. Et donc, moi, je mets en garde parce que le problème, il est le suivant. Plus tous les migrants, que ce soit surtout en Afrique, mais là ce sont des migrants qui doivent venir de Syrie ou d'ailleurs. Ils viennent d'Afrique maintenant aussi par cette route-là. C'est que ces gens lisent à livre ouvert dans notre situation politique. Et ils se disent, bon, de toute façon, on va venir, on va être emmerdé pendant quelques temps dans un camp et ensuite on nous régularisera. Donc c'est le problème de l'appel. Et je dis et je répète que les ONG qui, à juste titre, et je peux le comprendre sur le plan humain, vont aider ces gens-là, ils nourrissent le flux continu. Et donc il faut qu'on retrouve véritablement, il faut aider ces pays chez eux, il faut stabiliser la zone, etc. Mais on est en train de jouer un peu les apprentis sorciers. Et je comprends sur le plan humain ce que vous dites, Nicolas, mais attention, parce que derrière, il y a un réservoir d'hommes et de femmes candidats à l'immigration, c'est 1 milliard d'hommes. Monsieur le maire, vous avez raison, je ne peux pas vous laisser dire que les ONG font un appel à la migration. Heureusement qu'elles sont là, parce que sinon il n'y aurait plus personne pour s'en occuper et nous aurions des morts sur la conscience. Je dis simplement que si ces migrants arrivent, il y a des raisons géopolitiques, il y a des raisons économiques, mais il y a également des raisons qui sont internes. Ils viennent aussi pour travailler en Europe. Et qui leur donne le travail? Vous êtes allé faire un tour dans le Péloponnèse, en Andalousie, en Sicile, qui ramasse les tomates et les pastèques qu'on mange pas cher? Non mais je suis d'accord. On a aussi ils ne viennent pas de même. Non, c'est pas marginal. Écoutez, quand vous allez vous promener dans les plantations et dans les grandes serres, dans les régions qui sont couvertes de serres, c'est pas marginal. Oui, alors je vais vous dire une chose. Souvent, ils préfèrent rester chez eux. Mais c'est une question économique, effectivement. Allez. Pour moi, ces gens-là sont des marchands d'esclaves. Vous voyez ce que je veux dire? On est d'accord. On est marchands d'esclaves. Mais attention, on a un problème majeur, et si on continue à le traiter uniquement par le prisme tout à fait légitime, qui est de venir en aide à des hommes et des femmes et des enfants, ça ne suffira pas. Mais je suis d'accord, il faut une solution politique. On va marquer une petite pause et ce sera le coup de gueule de Kevin Bossuet et puis Jérôme Dubus qui va aborder notre sujet de la fraude sociale. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 11h pour commenter l'actualité. On va revenir sur la fraude sociale qui s'envole. Mais d'abord, Kevin Bossuet, votre entrée, ça s'est passé comment ? Ça s'est passé relativement bien. Le protocole sanitaire est respecté. Nous avons le matériel adéquat. Je pense que Jean-Michel Blanquer a bien préparé la rentrée. Et puis c'est une rentrée qui est faite impeccable malgré ce que disent les syndicats enseignants qui sont encore une fois dans une idéologie complètement... Mais le masque, c'est pas évident. Non, c'est pas évident le masque. C'est-à-dire à un moment donné, il faudrait peut-être adapter le protocole afin que on mette en avant aussi le bien-être des enseignants comme des enfants. Par exemple, au début du mois de juillet, le protocole disait qu'à 2 mètres des élèves, on pouvait retirer le masque. Là, ce n'est plus possible. Peut-être qu'il faudrait revenir là-dessus parce que 8 heures de cours avec un masque sur la bouche et le nez, c'est quand même très compliqué. Alors, votre coup de gueule n'a rien à voir avec ça. Non. Ouais. Donc, c'est un coup de gueule contre l'hypocrisie et le sectarisme de la gauche bien pensante. Moi, j'aimerais revenir quand même sur la polémique qui a égayé le début de la rentrée, notamment avec la caricature de Daniel Obono en esclave parue dans Valeurs Actuelles. Donc, moi, personnellement, je trouve que j'étais un petit peu
peu choqué. Je trouve que ce dessin n'aurait jamais dû exister, mais Valeurs Actuelles s'est excusé, a reconnu une incompréhension et une erreur. Mais moi, ce qui m'a effaré, c'est la réaction notamment des gens, et notamment des gens de gauche, qui ont été complètement malhonnêtes, qui ont critiqué un texte jugé raciste alors qu'ils n'ont même pas lu le texte, qui ont pris une caricature en l'enlevant complètement de son contexte. Mais surtout, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a eu un front républicain autour de Daniel Obono contre soi-disant un racisme de Valeurs Actuelles, alors que Daniel Obono, par les idées qu'elle défend, son indigénisme, par l'islamo-gauchisme qui est au cœur véritablement de sa pensée, et puis par sa propension à racialiser le débat public, est le contraire même notamment des valeurs de la République. Et ce qui m'a encore le plus choqué, outre toutes ces pleureuses qui déambulaient notamment sur les plateaux de télé, c'est que les journalistes de Valeurs Actuelles ont été menacés de mort. On est quand même à un moment où il y a le procès des attentats de Charlie Hebdo, et personne n'a bronché, alors que des journalistes en France sont menacés de mort. Si ça avait été des journalistes de gauche, évidemment que ça aurait fait la une. Et encore récemment, il y a Louis de Raguenel, qui est un rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, qui est promu notamment à la tête du service politique d'Europe 1. Et là, vous avez la quasi-totalité de la rédaction qui vote, notamment pour demander à la rédaction d'évincer Louis de Raguenel. Non pas parce qu'il n'est pas compétent, non pas parce qu'il a commis des choses horribles, tout simplement parce qu'il est de droite conservatrice. Mais on est où? On est chez les bolcheviks. La vérité, c'est que en France, on peut tout caricaturer, on peut tout dire, on peut se moquer de tout à condition d'être de gauche. Et les gens qui se disent ouverts d'esprit, qui se disent démocrates, qui se disent tolérants, n'acceptent pas que l'on pense différemment d'eux. Donc moi, j'appelle les gens du quotidien, tous ces gens de droite qui sont dans l'éducation nationale, qui sont dans la fonction publique territoriale, qui sont dans le domaine de la culture, de ne pas se taire et de ne pas se plier aux injonctions de cette gauche, parce que défendre les idées que l'on défend, montrer en quoi une certaine gauche a des liens avec l'islamisme, démonter le discours des indigénistes, c'est important pour la démocratie, c'est important pour la liberté d'expression, c'est important pour la République et c'est important pour la France. Kevin, je voudrais insister sur un point. Parce que effectivement, moi j'ai dit qu'elle est idiotie que de mettre Madame Obono dans un truc imaginatif d'esclave. Quand vous lisez le texte, c'est tout à la gloire de Madame Obono. Évidemment. Tout à la gloire de Madame. C'est-à-dire qu'elle est dans des situations dans lesquelles elle défend un certain nombre de principes et il n'y a pas un moment de racisme et de xénophobie. C'est simplement le montage qui a véritablement... Et ce que vient de dire Kevin, c'est vrai. C'est vrai. C'est qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a un certain nombre de gens qui ont condamné ça par avance, etc. Et donc, c'est un mauvais pastiche. Moi, je ne l'aurais pas, fait. Je ne l'aurais pas fait parce que j'étais certain que ça allait foutre la zizanie. Mais le texte en lui-même, il n'y a pas un brin de racisme et c'est tout à la gloire de Madame Obono. Il y a un petit brin quand même. Mais c'est le montage. Mais le texte n'est pas, le texte en lui-même n'est pas raciste. Alors, sa gloire, surtout au moment, effectivement, il a raison, où il y a eu l'affaire de il y a le procès de Charlie Hebdo. Et il y a 2 poids, 2 mesures. Mais on peut élargir, effectivement, sortir de ce que. Et puis c'est la liberté d'expression. Une intolérance. Non, mais c'est politiquement correct. Est-ce que le bolchevique a le droit de répondre? Le bolchevique va s'exprimer. De toute façon, c'est là où on est le mieux. Non, d'abord, moi, je partage pas du tout les idées de Daniel Obono, mais j'ai été scandalisé par ce papier dans Valeurs Actuelles, y compris ce dessin. Je suis pas le seul, parce que je note que Yves de Kerdrel, qui est l'ancien rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, lui-même a condamné fermement ce enfin, comme il était directeur de la rédaction, il a été éjecté de la rédaction de Valeurs Actuelles. Oui, il a été viré. Non, mais attendez. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que des gauchistes. Et je voudrais dire que c'est pas la bonne référence de Kerdrel. Ah bon, d'accord. C'est vous qui choisissez les références, Jérôme, c'est ça? C'est vous qui choisissez les références, Jérôme. La liberté d'expression doit être universelle. Jérôme, attends d'être élu au CSA. Attendez que le bolchevique est fini. Le sujet, c'est moi j'aurais défendu Éric Zemmour ou Kevin Bossuet exactement dans la même situation s'il avait été traité de la même manière. Mais bien sûr que si. Mais enfin, pourquoi ce procès? Parce que c'est l'évidence. En malhonnêteté intellectuelle continue. Parce que je vous donne un autre exemple. Hier, il y a le prix Renaudot qui a donné sa liste. Le Nouvel Obs fait un papier en disant il y a des journalistes de l'Obs, il y a 3 journalistes du Figaro qui figurent dans la liste. Il se trouve qu'il y a Étienne de Montetti qui est un très bon écrivain. Il y a 3. Mais ça, c'est du débat. Mais vous c'est pouvez pas empêcher. Du débat. Mais Aude Lancelin a eu le prix Renaudot, donc il n'y a pas de. Ne reprochez pas aux gauchistes, comme vous les appelez, d'être des militants. On l'est de manière la plus transparente possible. Vous dites pourquoi vous militez. C'est des indignations à géométrie variable. Kevin,
Charlotte Dornelas se fait insulter sur France Inter et que l'humoriste, enfin soi-disant humoriste, dit qu'il va la prendre derrière le canapé parce qu'elle représente notamment le catholicisme, mais personne ne s'émeut. Imagine si moi j'avais dit ça, notamment vis-à-vis d'une femme de gauche et d'une femme de couleur. Mais parce que vous n'êtes pas encore, parce que malheureusement, mais c'est ce à quoi vous travaillez, vous y travaillez plutôt bien, vous n'êtes pas encore majoritaire culturellement. Mais ça va venir. Ça va venir. Vous voyez, on parle bien de ça. Et c'est pour ça qu'on a le vrai sujet, c'est ça. Vous avez raison. Le vrai sujet, c'est ça. Les salonnards, je dirais, politiquement corrects, des salons parisiens, à mon avis, ont du souci à se faire. Parce que le retour de bâton, il risque d'être brutal. Ça fait des années qu'on dit ça. Mais si, Jérôme, mais les salons parisiens, ils sont tous chez Jérôme Dubus et La République En Marche. Alors on est obligé de marquer une pause, c'est dommage parce que j'avais une autre question. Mais vous n'êtes pas d'accord sur le fond, c'est-à-dire qu'une insulte à quelqu'un de droite sera forcément moins commentée que l'inverse. Mais je peux reconnaître effectivement cet état de fait et c'est un sujet. Non mais bien sûr. Mais attention, dans l'attaque contre Diana Le Bono, ça va bien plus loin qu'une blagounette de mauvais aloi. Mais il élargissait le débat. Dans l'affaire Obono, d'abord, je suis pas sûr que tout le monde ait lu le texte. Ça c'est certain. Il est tellement mauvais. Ah non. Par ailleurs, c'est mauvais, c'est très mal écrit. C'est écrit avec les pieds. Je ne suis pas en direct, donc j'ai du mal à savoir ce qui se passe dans le studio. Mais je voudrais dire juste une chose sur Obono, si je peux me permettre. L'affaire Obono, d'abord, ça a mis 48 heures à se déclencher. À l'heure actuelle, elle est sortie le jeudi matin. L'affaire Obono s'est déclenchée le samedi matin. C'est quand même un peu étonnant. Bon. Deuxièmement, c'est le dessin qui était lamentable. Le texte en lui-même, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Allez, on marque une pause. On marque une pause, Jérôme, et on se retrouve dans un instant. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble pour commenter l'actualité. On va changer de sujet. Non, sur un point. Parce qu'il y a un point. Est-ce que vous avez vu que Mme Obono a hésité à porter plainte? Pourquoi? Parce que sur le plan du droit. Fait. Mais non, parce que sur le plan du droit, elle n'a pas gagné d'avance. Mais le parquet s'est saisi, non? Ça y est, une espèce d'importance. Mais je suis convaincu que, parce qu'on a des cas, il y a la jurisprudence Van Est, etc., où la Cour de cassation a dit ça suffit vos conneries. Et donc je suis convaincu qu'elle a dû hésiter, parce qu'elle doit avoir un bon avocat, et qu'il lui a dit c'est pas gagné. C'est pas gagné. Enfin, reconnaissez que le dessin était quand même une erreur. Oui, c'est sûr, mais il faut le remettre dans son contexte. Mais tout le monde est d'accord pour dire que c'était une connerie, ça c'est sûr. Jamais moi j'aurais fait ça, je vais pas mettre en n'importe quoi. Je dirais, j'ai des opposants, malheureusement encore pour eux. Le propos de Kevin Bossuet était au-delà du cas Obono, puisque c'est vrai qu'il y a plusieurs exemples par la suite, ce que vous évoquiez avec Louis Dragnel et ce qui se passe. Non mais ça c'est la tyrannie intellectuelle de la gauche, on la connaît par cœur. Pour une fois on est d'accord, Jérôme. Mais vous êtes minoritaire, vous a dit Nicolas Corato. Allez, Jérôme Dubus, votre coup de gueule rejoint l'un des thèmes qu'on voulait aborder aujourd'hui, qui est la fraude sociale, avec des chiffres difficiles à établir en réalité. La Cour des comptes a alerté sur l'augmentation des détournements qui atteindraient 1 milliard d'euros, voire pour certains, comme Charles Pratt, qui publie un livre aujourd'hui, 14 milliards. Oui, bah c'est un peu, vous l'avez dit tout à l'heure, Valérie, un peu un marronnier de la vie politique et sociale française, parce que ça fait des années qu'on parle de ces fraudes aux prestations sociales. Alors là, on a un rapport détaillé, mais c'est pas le premier. La Cour des comptes en avait fait il y a 2 ans, qui constatait également la même chose. L'évaluation, c'est pas très bien, elle est entre 14 et 40 milliards d'euros de fraude aux prestations sociales par an, ce qui est énorme. Et ça n'a pas beaucoup progressé en matière de contrôle. Parce que ce qui est dit dans le rapport, c'est que seule la branche famille, des prestations familiales, fait aujourd'hui des contrôles et des vérifications. Ni la branche retraite, ni la branche maladie, ni la branche accident du travail ne font des contrôles a priori ou même a posteriori sur la véracité des déclarations qui ont été faites par ceux qui reçoivent et qui grugent, qui font des fraudes massives maintenant, entre 14 et 40 milliards d'euros à ces prestations. Alors, le pompon, c'est quand même Pôle emploi. La dernière vérification qui a été faite par Pôle emploi sur l'assurance chômage et sur les prestations qui sont délivrées date de 2015. Tenez-vous bien, de 2015. Ouais. C'est-à-dire que ça fait 5 ans que Pôle emploi n'a fait aucune vérification
des prestations qui ont été versées. Et c'est d'autant plus sensible qu'avec le chômage partiel, bien évidemment, on a une multiplication aujourd'hui de fraudes. Je ne sais pas quelle est l'ampleur que ça va donner, que ça va prendre. Il va falloir vérifier tout ça. Mais en tout cas, on ne peut pas rester comme ça. Évidemment, c'est une priorité politique. Il faut absolument s'y adapter. Il faut faire des contrôles a priori sur les déclarations qui sont faites. Vous savez qu'il y a une fraude massive aux identités. Oui. Chacun d'entre nous a peut-être subi une fraude à son identité, une exploitation indue de son identité pour obtenir des prestations sociales qui sont évidemment, qui coûtent très cher à la nation. Donc, même si c'est 14 milliards d'euros, a fortiori si c'est 40 milliards d'euros, il est évident que ça doit devenir une priorité politique de combattre cette fraude. Oui, je voudrais dire un mot. C'est pas le premier rapport, puisque le rapport Tian, qui remonte maintenant à une dizaine d'années, avait chiffré la fraude à une vingtaine de milliards. Alors, ce qu'on doit regretter, mais ça concerne tous les gouvernements depuis pas mal d'années, c'est qu'effectivement, on ne mette pas en place des procédures de contrôle qui évitent la fraude. Parce que c'est jouable. La CAF, notamment, verse sur déclaration et non sur vérification des aides aux familles. Et donc, il y a un moment où il y a truanderie. Il y a aussi des fraudes, il ne faut pas l'oublier, en matière chez les entreprises. Il ne faut jamais l'oublier, parce que le mot social doit être analysé dans sa plénitude. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs économiques, y compris dans les entreprises, qui fraudent. Donc c'est là où on doit véritablement... non, n'exagérons rien. Non, 9 milliards d'euros les fraudes. Oui. Reprends, je dirais... C'est pas une priorité politique, ça. Etc. Sur des problèmes de TVA, sur des problèmes fiscaux, etc. TVA, c'est pas une prestation sociale. Mais c'est aussi une fraude. Je suis désolé, c'est la fraude mais là, on est sur les recettes. prestations sociales. Ensuite, tout à l'heure, Valérie disait que, paraît-il, on a des centenaires à pléthore en France. On sait très bien que ce sont des gens qui ont pris leur retraite dans des pays du Maghreb et qui ont été soit des anciens combattants de l'armée française et que les familles disent qu'il est toujours en vie alors qu'il est à Patresse depuis longtemps. Non plus. Mais ça, on est bien d'accord, mais ça choque. Ça, il faut voir que sur le plan de la perception, sécurité, sentiment de sécurité, là, c'est sentiment avéré de fraude. Et ça, c'est extrêmement grave. Il ne faut pas tout confondre. Alors, ce dont on parle dans le rapport de la Cour des comptes, c'est la fraude aux prestations sociales. Oui, Jérôme, mais on ne parle pas de la fraude aux URSSAF. Voilà. Il y a deux choses. Attendez, il y a deux choses. Mais on peut parler aussi des fraudes aux prestations sociales. Bien sûr. Effectivement, des fraudes individuelles. Et la fraude individuelle la plus commune, c'est le RSA. On connaît tous ça. Oui, mais là, on y a mis, avec le numéro clausus que Xavier Bertrand a mis en place, on y a mis un peu un terme. Ils sont organisés par des réseaux. Et notamment, effectivement, des réseaux d'immigration. Et donc, il y a des réseaux à démanteler très rapidement, et ça, on peut les identifier assez facilement. La fraude individuelle, c'est plus compliqué. Il faut une vérification a priori. Oui. Alors, par exemple, sur la carte de la sécurité sociale, où il n'y a pas la photo, et on connaît des cas, bien sûr, ce sont des cas, où le type, il va se faire opérer, puis il ne se fait pas opérer tout de suite. Et quand le patron va voir son employé qui se fait opérer, il s'aperçoit que ce n'est pas son employé, mais c'est le cousin, quoi. Et donc, c'est comme sur l'aide personnalisée au logement. Juste dans le livre de Charles Prat, il signale que les 3 doyens des cartes vitales actives ont 128 ans et qu'il y aurait 250 titulaires de cartes vitales âgés de plus de 120 ans. Montre à quel point notre système de santé est performant. Oui, mais ça veut bien dire aussi qu'il n'y a aucune vérification, aucune logique. Et même pire, je dirais que l'argent, où va-t-il? Moi, j'ai une grande chance, c'est d'être en Seine-Saint-Denis tous les jours, donc j'entends des choses un peu partout. Le nombre de gens qui sont, comme on appelle, au bled et qui reviennent juste pour pointer, pour toucher notamment les prestations sociales, et une fois qu'ils ont pointé, reviennent au bled, notamment parce qu'ils ont un commerce, etc. C'est quand même une réalité quotidienne. Tous ces médecins qui, en échange de quelques billets, acceptent de prendre la carte vitale de l'un à la place de celle de l'autre, c'est une réalité, notamment en Seine-Saint-Denis. Donc à un moment, où va cet argent? Il sert en partie notamment à financer des familles, notamment à l'étranger. Où vont en partie nos impôts. Je ne suis pas sûr, Kevin, que l'exemple que vous donnez soit véritablement répréhensible. Parce que vous pouvez avoir des gens qui, effectivement,
ont une retraite en France, etc., et vivent en Algérie. Et donc, le problème est le suivant. C'est que normalement, parce qu'on s'était fait taper sur les doigts, on devrait verser au taux des retraites dans le pays d'accueil où ils résident. Mais c'est pas le cas. Mais donc, je ne parle pas des retraites, là, je parle des gens qui ont une activité professionnelle en Algérie, au Maroc, etc., et qui déclarent des revenus en France qui ne sont pas les leurs. Ça, c'est une véritable... un truc organisé. C'est pas le fond du problème. Mais si, c'est quand même le fond. Est-ce qu'on peut revenir sur le fond du problème? Parce que moi, je trouve qu'il y a un problème de fond, et c'est intéressant ce que dit Jérôme Dubu, parce que le monde d'après ressemble beaucoup au monde d'avant. Moi, je croyais que le marronnier du salaud de pauvre de septembre allait disparaître avec le confinement et qu'on aurait réfléchi un peu à ce que devait être le pacte social dans ce pays. Manifestement, non. C'est-à-dire que je suis intéressé, moi, et effectivement, je condamne la fraude sociale, et je trouve qu'effectivement, c'est... Mais, et vous avez raison, Jérôme, c'est une priorité politique. On sait que la capacité des administrations françaises à lutter contre la fraude est limitée. Donc, il faut faire un choix. On ne va pas pouvoir lutter contre toutes les fraudes. Moi, je constate que, Jérôme, vous avez... Est-ce qu'il n'y a pas des petites choses à faire qui permettraient de croiser les fichiers contre quelle fraude il faut qu'on agisse? La fraude aux prestations sociales, Cour des comptes, 1 milliard, Jérôme Dubu, 14 milliards, Monsieur Brindeau, dit 5 milliards. 1 milliard, c'est pas la fraude aux prestations sociales. 1 milliard sur les prestations sociales, rapport de la Cour des comptes. Rapport de la Cour des comptes. Mais pourquoi pas 14 milliards? Pourquoi pas 14 milliards? L'URSSAF... C'est pas du tout ça. Le rapport de la Cour des comptes, c'est 1 milliard identifié. Constaté, oui. Complètement différent. Voilà, ensuite, c'est les estimations.